Alors, bienvenue à l'émission Bon Jeudi. Aujourd'hui, on va parler d'argent. L'argent qu'on coupe avec les compressions de 400 millions annoncées par le gouvernement aujourd'hui. L'argent qu'on donne avec la guignolée des médias. L'argent qu'on refuse avec André Boisclair, qui a refusé le cornet à 4 boules que lui tendait généreusement Mme Marois en disant « Je vais me contenter du cornet à 2 boules ou du cornet à 1 boule avec la délégation à New York. » Donc, plus de permanence, 4 étoiles et de régime de retraite fantastique. Regardez ça. Ça, c'est Guy Perkins qui fait des photomontages très drôles, des détournements d'affiches de films pour le blog politique du Journal de Montréal. Alors, il avait fait ça hier. André Boisclair, un prince à New York. Alors, M. Boisclair va continuer d'aller à New York, mais il n'aura pas sa permanence comme sous-ministre, donc il a reculé. Est-ce que c'est lui qui a reculé? Est-ce qu'on le fait reculer? C'est une autre chose. On va commenter toutes ces nouvelles-là avec notre brochette d'invités. Mathieu Bock-Côté qui va se joindre à nous un peu plus tard, sociologue chroniqueur, Joanne Marcotte, auteure et blogueuse, Régent Parent, ex-président de la CSQ. Premièrement, le recul de André Boisclair. Joanne Marcotte, est-ce que vous êtes contente? Bien, je pense qu'elle n'avait pas le choix quand c'est rendu que ses propres alliés la dénonçaient vraiment. Là. Je lisais une chronique de José Legault, Gilles Duceppe qui l'a critiqué sévèrement. Ouf, vraiment, elle l'a eu difficile. Mais ça à quoi ça me fait réfléchir, c'est quand même le style de leadership de Mme Marois. Là. Il y a quelque chose de particulier dans son style de leadership, puis peut-être que le leadership, c'est quand même un peu trop généreux. Il reste que cette dame-là, on se demande, elle est où, sa boussole? C'est quoi, c'est les principes à partir desquels elle prend des décisions? C'est une femme de consensus, de concertation, de consultation, de sommet, de forum. C'est ça, le Parti québécois. Le bug avec ça, c'est que quand tu t'entoures de gens qui n'ont pas de jugement, moi, je soupçonne que Jean-François Lisée, il n'y est pas beaucoup là-dedans. Là. Quand tu t'entoures de gens qui n'ont pas de jugement, tu as l'impression que tu prends des bonnes décisions, mais quand tu agrandis le cercle, puis quand tu reçois des critiques, là, tu te rends compte que la décision n'est pas du tout bonne. Alors là, tu recules. J'ai l'impression que c'est ça le pattern de Mais Joanne Marcotte, j'ai l'impression première, c'est que ces gens-là étaient vraiment déconnectés. Ils n'ont pas prévu la réaction que ça allait causer. Moi, depuis 2 jours, là, je suis inondé de courriels de toute allégeance politique confondue, de gens qui sont furieux contre cette décision-là. Ils n'ont pas vu ça, eux autres. C'est curieux, hein? C'est ça, ça fait vraiment réfléchir sur sa capacité de juger des choses. Puis quand tu te fies seulement à certaines opinions ou quand tu as un bras droit qui n'a pas de jugement, moi, je ne suis pas certaine. Là. Et c'est sûr que la décision lui appartient. C'était une très mauvaise décision. Elle a dit, écoute, ce matin, là, elle s'attendait de se faire féliciter. Là. Ce qu'elle dit, j'étais convaincue, mais j'ai entendu. C'est quoi cette affaire-là? Bien, justement, on va l'entendre. On a justement un extrait de ses excuses, finalement, Mme Marois. On écoute ça. J'étais convaincue que la personne nommée avait une telle compétence, une telle expérience, qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'elle puisse assumer, après qu'elle ait occupé sa fonction, qu'André a occupé ses fonctions de délégué général à New York. J'étais convaincue qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'il intègre la fonction publique de façon permanente. Je reste convaincue qu'il a tout le talent, les compétences et l'expérience qu'il faut pour ce faire. Mais j'ai entendu le point de vue différent qu'ont des gens et que des gens portent sur cette situation. Et je ne veux absolument pas que mon gouvernement soit attaqué sur des questions d'éthique. Alors, j'agis donc promptement pour corriger cette situation et éventuellement m'assurer que dans d'autres cas, comme dans celui de M. Boisclair, on puisse avoir des critères pour nous permettre de reconnaître une permanence dans la haute fonction publique. Alors, Mathieu Bock-Côté qui se joint à nous. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Régent Parent, je pense qu'un des problèmes avec justement la double nomination d'André Boisclair, on avait l'impression que ça avait été fait en catimini. Ça avait été mal fait, mal annoncé. Exactement. D'ailleurs, on avait bien pris soin de le cacher. J'entends les excuses ou tout au moins le retrait stratégique de la première ministre ce matin. Puis, il me semble que dans les dernières semaines, dans son 100 premiers jours, c'est le slogan qui tiendrait bien, c'est « En avant tout, on recule ».
Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans voir le gouvernement reculer sur une annonce, une partie de programme. Puis quand je dis une semaine, quand c'est pas une journée, juste dans les 48 dernières heures, c'est assez effroyable. Et là, je rejoins Joanne Marcotte sur l'entourage de la première ministre. Ça paraît assez grave. Il me semble qu'elle est très mal conseillée dans le contexte actuel quand on voit les gaffes les unes après les autres sur lesquelles on est obligé de retraiter. Puis là-dessus, sur la nomination d'André Boisclair, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il me semble que assez rapidement, ne serait-ce que d'y avoir pensé 30 secondes, il fallait s'attendre à une ribambelle de plainte. Puis c'est vrai, toute catégorie confondue, je vous le confirme. J'ai rencontré du monde dans les 48 dernières heures. Et effectivement, les péquistes se cachent, puis les caquistes, puis les libéraux, ça enlèche les babines. Situation surréaliste aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté. Liane Gagnon de la presse qui vole à la défense d'André Boisclair, alors que même les gens qui étaient d'allégeance péquiste critiquaient Boisclair. C'était quand même assez hallucinant. Je pense que personne ne remet en question sa capacité d'être un bon délégué général à New York, Mathieu Bock-Côté. Non, mais surtout pas. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe au Québec en ce moment. C'est-à-dire, peut-être était-ce une mauvaise idée de doubler ces nominations, mais en ce moment, on est en train de faire le procès même de l'idée même de nomination politique, par exemple. Or, pour un gouvernement, à moins de croire que les seules lois qui doivent prédominer sont celles de la bureaucratie, de l'espèce de l'avancement bureaucratique de chacun, un gouvernement qui s'installe a besoin de placer en différents endroits des personnes de confiance. Pourquoi? Parce que le gouvernement a une vision. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut infléchir l'orientation de la société. Alors là, le fait qu'on... N'oubliez pas que quand on a nommé Boisclair à New York, d'abord et avant tout, il y a eu des réactions. En ce moment, tout le monde se porte à sa défense en disant New York, c'est bien, la haute fonction publique, ce n'était pas bien. Mais quand on l'a nommé là, on a dit encore une nomination politique. Et j'espère que ceux qui sont si critiques que ça envers le gouvernement en ce moment seront aussi sévères envers toutes les nominations politiques que les libéraux ont pu faire en d'autres temps, mais aussi envers ce qui se passe à Ottawa. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a un rapport très sévère envers toutes les élites québécoises en ce moment. Mathieu Bock-Côté, infléchir le gouvernement, tout ça, une job de sous-ministre, une job de pousseux de crayon. Non. Ça, c'est mal comprendre, je crois, comment fonctionne l'État aujourd'hui. Un job de sous-ministre, c'est un job hautement politique dans nos sociétés. C'est le lieu de rencontre entre la fonction publique et le gouvernement. Et comme je dis, je comprends... mais prendre un ancien... Attention, il faut qu'elle soit indépendante. Oui. Prendre quelqu'un qui voulait être chef, premier ministre, qui était chef d'un parti, puis là, qui s'en va dans la haute fonction publique. Il y a des gens, justement, qui, eux autres, leur carrière, ils se voyaient dans la haute fonction publique, puis qui se font, excusez l'anglicisme, bypasser par ce gars-là qu'on a mis là pour leur remercier pour service rendu. Non, mais là, je ferai quelques nuances là-dessus. Je reviens juste sur l'idée de nomination politique sur un point assez important. Je ne dis pas nomination partisane au sens strict. Mais quand, par exemple, on disait pourquoi a-t-on nommé un ancien chef du PQ comme délégué à New York? Et là, ce qu'on entend souvent, ce qu'on oublie de dire plutôt, c'est au gouvernement fédéral, par exemple. Quand on a un ambassadeur à nommer à Washington, à Paris, à Londres, dans des endroits importants, on nomme quelqu'un qui a une capacité pas seulement administrative, mais politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas simplement de l'administratif. Une fois que c'est dit, la double nomination dans les circonstances pouvait être problématique, manifestement. Mais si on condamne l'idée même de nomination politique, quand un gouvernement s'installe et nomme à certains endroits des personnes de confiance, c'est pas seulement des nananes qu'il distribue, c'est parce que le gouvernement, c'est pas simplement une agence administrative. J'aimerais vous entendre, vous deux, répondre à Mathieu Bock et premièrement Joanne. Bien, c'est pas ce qu'on fait. J'ai très peu entendu des critiques, moi, de la nomination d'André Boisclair comme délégué à New York. C'est comique, hein? On vit peut-être pas sur la même planète. J'ai pas... Tellement on reconnaît la capacité puis les qualifications de cet homme-là. Il n'est pas là, le problème. Il n'est pas là du tout. Le problème, c'est qu'il y a un appareil politique et il y a une fonction publique. Et la fonction publique se doit d'être, c'est sûr qu'il y a un relais, mais elle se doit d'être indifférente au parti politique qui est là. C'est sûr qu'elle doit recevoir des orientations et tout ça, mais de nommer en même temps, de fusionner en même temps une nomination politique et une nomination dans l'appareil de la fonction publique, je peux pas croire que c'est de respecter les institutions publiques. Ça, je peux pas croire ça. Régent Parent, est-ce qu'on l'avait nommé sous-ministre parce que c'était la meilleure personne ou c'était pour le remercier pour les services qu'il avait rendus? Moi, je l'ai vu plus comme un cadeau. Je nie pas ce que Mathieu Bock-Côté nous mentionne, qu'il appartient au gouvernement de faire certaines nominations politiques pour avoir des hommes et des femmes qui vont être, je dirais, dans sa vision, dans sa lignée, qui vont permettre
finalement la réalisation de son projet. Je pense qu'effectivement, de ce côté-là, M. Bock-Côté a raison. Mais en même temps, c'est comme si on n'avait pas été en mesure de fournir un parachute doré quand il a quitté la vie politique. Là, on le nomme, puis là, moi, je suis pas aussi positif par rapport à la nomination comme délégué à la Maison du Québec. Je vous dirais que... Même pas, parce que dans le contexte où le Parti québécois se situait, quand on va chercher le lobbyiste en chef des gaz de schiste, il me semble qu'on est comme... Regardez, on est comme en rupture avec le discours qu'on avait précédemment, et fort probablement qu'il y a du monde à l'intérieur même du Parti québécois qui auront des réticences. Mais ceci dit, regardez, il est nommé là. Mais où je vais être d'accord avec Mme Marcotte, c'est que dans le fond, on n'a pas à y préparer une niche dorée maintenant. Déjà, en début de semaine, on s'insurgeait contre les parachutes dorés. Là, on est rendu qu'on va construire la niche avant même d'être parti. OK, j'aimerais vous entendre à la maison. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau recul du Parti québécois concernant la double nomination d'André Boisclair? Vous pouvez nous appeler au numéro qui apparaît à l'écran. On se reparle après la pause. On a Jean-Roch au bout du fil concernant le recul, un autre du PQ. Jean-Roch, on vous écoute, vous en pensez quoi? Oui, bonjour, M. Martineau. Oui, bonjour, M. Martineau. Je suis d'accord avec M. Parent, que je salue chaleureusement. À l'effet que, oui, c'est de l'avance et recul. Maintenant, je vais dire mon opinion assez rapidement, quoique clairement. Moi, je doute que cela ne vienne pas de Mme Marois, comme dans le cas de M. Breton. Alors, je pense qu'elle ne l'avouera jamais, mais ça va être ça. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, savoir, ce serait, dans quelques jours ou quelques semaines, d'apprendre ça a coûté combien pour bris de contrat. Parce que je vous rappellerai qu'en 2002, ils ont placé Claude Blanchette, son mari, à la direction de la SGF, sachant qu'il y aurait des élections en 2003. Et ça nous a coûté au moins 400 000 $ pour bris de contrat lorsque M. Blanchette a été congédié par les libéraux en 2003. Alors, moi, je suis très, très déçu. Mais vous ne pensez pas que peut-être M. Boisclair dit, écoutez, je recule, je refuse et c'est tout, là, je ne demanderai pas de l'argent pour bris de contrat? C'est sûr que je n'ai pas de preuves pour ça, mais je ne serais pas surpris que monsieur, puisqu'il avait un contrat en bonne et due forme apparemment, qu'il ait exigé une certaine compensation pour renoncer. Merci beaucoup, Jean-Roch. Jasmine, au bout du fil. Jasmine, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Jocelyne. Oui, Jocelyne, pardon. Vous en pensez quoi? C'est ça. J'en pense que je trouve... là, je suis ma retraite présentement, et puis je suis plus les informations au point de vue politique, tout ça, puis tout ce qui se passe. Je trouve que depuis que Mme Marois a été nommée premier ministre, le gouvernement, avec les animateurs de télévision, tout ce qui est fait, il invite des personnes. Présentement, j'ai entendu Mme Joanne, là, que tout ce qui se fait, c'est pareil comme si c'était tout... tout mauvais, on est trop négatif. Oui. Et puis moi, je trouve que l'information qui est donnée à la télévision, par tout et chacun, qui n'a absolument pas rapport, je ne sais pas pourquoi c'est invité, ça, dans les émissions. J'écoute, que ce soit dans n'importe quelle émission, j'écoute monsieur... Merci beaucoup, Jocelyne. Je pense qu'on a compris ce que vous vouliez dire. Mathieu Bock-Côté, ce que vous dites tantôt, là, ce que tu dis, c'est que finalement, autant on voit de la corruption partout dès qu'il y a un élu et un entrepreneur qui sont ensemble, autant on crie corruption, corruption, autant on crie aux nominations partisanes et politiques quand on fait seulement que mettre la bonne personne à la bonne place. C'est un peu ça. C'est qu'en ce moment, il y a un soupçon de corruption généralisée qui s'applique à l'ensemble de la classe politique. Et la moindre nomination, on a l'impression que c'est une nomination à la manière d'un ananas ou d'un cadeau qui est donné à un ami du pouvoir. Et on oublie que le propre du politique, le politique et la bureaucratie ou la fonction publique, c'est pas la même chose. Et il est normal, je dirais, de nommer son monde dans des fonctions de responsabilité. Et deuxième chose qui m'apparaît importante, c'est cette espèce d'idée que toute la classe politique est composée de pachas qui s'engraissent aux frais des contribuables. Et ça me rappelle un événement
1994-1995, quand le premier ministre Parizeau est élu, Jacques Parizeau est élu, il veut une résidence de fonction pour le premier ministre du Québec, ce qui est une chose fondamentale. Un premier ministre d'un État a besoin d'une résidence de fonction. Eh bien, on va dire quoi? On va surnommer ça l'Élisette, on s'en souvient. Ensuite, on va condamner l'idée qu'il y a une résidence de fonction. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué à l'époque. Il veut se faire payer des meubles aux frais des contribuables. Et vous noterez désormais aujourd'hui que l'idée même que nos hommes politiques ne vivent pas dans le plus complet dénuement, c'est vu comme avec une part de soupçon. Lorsqu'une délégation du Québec se rend dans un festival international, par exemple, on voudrait qu'ils dorment dans le Comfortin de la 3e couronne dans un auberge à puce. Et on a une espèce de mépris viscéral pour l'idée que les hommes politiques ils correspondent à une certaine fonction des institutions. Oui, je comprends, mais en même temps, Joanne, avant de passer la parole à Joanne, je suis allé, moi, vraiment où demeure le délégué général du Québec à New York. C'est un appartement magnifique dans un endroit extraordinaire. Vous savez qu'ils ont des cuisiniers 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Ils mettent même pas leur toast. Richard, je vous répondrai là-dessus. Juste une chose là-dessus. Même pas leur toast si dans le on veut être aussi sévère envers le Québec là-dessus, je vous invite à inviter à la fermeture du service diplomatique canadien. Parce que le Québec a un service diplomatique minimal, et puis ça, on s'indigne dès qu'on voit ça. À Ottawa, les traitements sont 10 fois plus favorables, et là, on ne s'indigne jamais. La véritable aristocratie au Québec, au Canada, c'est à Ottawa. C'est pas au Québec, mais on est infiniment plus intransigeant envers le moindre soupçon de bonheur matériel à Québec qu'envers Ottawa. Joanne, c'est que le message en donnant là, des bretelles puis une ceinture à André Boisclair, c'est qu'on le protégeait alors que les gens, ces temps-ci, alors que la situation économique est difficile, les gens disent pourquoi on le protégerait? Lui, quel service a-t-il rendu tant que ça à la nation? C'est sûr, c'est sûr. C'est parce que le contexte s'y prête mal, c'est bien sûr. Mais Mathieu, il a raison. Mais j'ajouterais que ce qu'il perçoit, là, c'est pas juste envers la classe politique. On se méfie des gens qui sont très confortables dans la vie, que ce soit des politiciens, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit des joueurs de hockey, il n'y a personne qui mérite sa paye au Québec. C'est pas compliqué. Il n'y a personne qui mérite d'être confortable, d'être, je sais pas moi, de faire partie d'une certaine élite. Il n'y a personne qui mérite ça au Québec, selon la population. Puis ça aide pas. Ouais. C'est vrai que ça n'aide pas. Régent? Je suis content d'entendre Joanne Marcotte dire ça. J'espère qu'elle réalise que les fonctionnaires, puis les enseignants, puis le personnel du secteur public méritent leur paye. Mais, tout à fait. Je vais vous dire oui, sauf qu'à un moment donné, il faut avoir des priorités. Et c'est ça qu'on est incapable de faire au Québec. Et moi, les priorités, on peut se rejoindre, mais ce que je veux surtout dire, puis qui va dans cette vague, je pense qu'il faut donner les bonnes conditions à nos diplomates de carrière. Il faut donner les outils à celles et ceux qui travaillent pour l'État. En même temps, je pense qu'il faut vivre avec une certaine frugalité, si je peux m'exprimer ainsi. Dans un contexte où on demande à une population de vivre l'austérité, mais ça fait dur quand on graisse abondamment. Parce que, ça, on se comptera pas d'histoire, là. André Boisclair, il s'en tirait assez bien avec tout ce qu'on lui mettait entre les pattes, là. Délégué général, sous-ministre, une permanence à vie dans la fonction publique. Une pension éventuellement de la fonction publique, une pension de député. Je veux dire, c'est assez bien gâté, son homme, là. Et fort probablement que ce qu'on a au Québec actuellement, c'est que les gens veulent voir la politique se matérialiser ou se faire autrement. Il y a tellement de cynisme à l'égard du politique qu'il y a des grosses responsabilités pour nos chefs actuellement. Jocelyne qui a appelé tantôt puis qui a dit que Joanne Marcotte, Jasmine qui a appelé tantôt. Moi, je trouvais que Régent Parent était plus négatif que moi en passant. Cette dame-là qui disait que Joanne Marcotte était tout le temps contre le PQ. Après la pause, on va parler des compressions de 400 millions de dollars annoncées par le PQ. Peut-être que Joanne va être contente. Peut-être qu'elle va féliciter le PQ après la pause.